Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un mardi de Casako un peu décalé et on est à la Trésor avec Grégoire pour parler du cycle de vie des objets, des questions d'obsolescence programmée et de l'importance de la réparation. Salut Grégoire. Bonjour Prisca. Alors, est-ce que tu peux nous redire un peu plus toi, qui tu es, ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es à la Trésor? Moi je m'occupe à la Trésor, je m'occupe des ateliers, la partie de la fabrication en général. Je suis là un peu parce que je me suis aussi intéressé à la réparation via l'organisation de Repair Café, des moments où on répare des objets avec les utilisateurs. Et c'est une question qui m'intéresse parce que voilà, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, mais souvent on balance ce mot-là et on n'a vraiment pas dit grand-chose. Et derrière ça, il y a plein de petites questions à regarder. Donc ça fait plusieurs années que tu animes ou co-animes des Repair Café. Aujourd'hui, donc on échange pas mal sur ce sujet parce qu'il y a une dimension à la fois pratique, écologique et aussi politique derrière la vie de l'objet et le choix qu'on fait en achetant tel ou tel objet. On dit toujours que l'acte d'acheter, c'est un acte politique et que derrière, ça a aussi un impact sur plein d'autres choses. Et donc très concrètement, avec un objet, par exemple, si j'achète un grille-pain plutôt qu'un autre, qu'est-ce que ça veut dire aussi et comment cet objet il a été pensé et pourquoi? Déjà, tu l'achètes pas forcément pour qu'il soit réparable. Enfin, ça apparaît pas, c'est pas visible dans le rayon. Souvent, le vendeur, il a d'autres intérêts. Il veut que tu achètes un grille-pain, donc il t'a vendu, je sais pas, des fonctionnalités, il est beau, mais il t'a pas vendu de la réparabilité. Il a fait en sorte qu'il soit désirable et que tu aies envie d'acheter un grille-pain, puis que tu achètes celui-là et pas celui d'à côté. Ça, c'est le premier acte d'achat, on ne pense pas à réparation. Après, cet acte d'achat, lui, il a un impact un peu sur comment il est fabriqué. Mais le fabricant, c'est pas forcément qu'il soit mal intentionné, mais il s'en moque un peu qu'il soit réparable parce que c'est pas dans l'acte d'achat. Et tout ça, ça a pas mal de conséquences. D'une part, il y a une grosse pression sur les prix, il va vouloir simplifier. Et si il préfère mettre de la colle qu'une vis, il le fera. Alors que finalement, avec la colle, on n'arrivera plus à le démonter, et avec la vis, on pourrait. Et il n'est pas pas nécessaire qu'il utilise des composants standards, par exemple. Si c'est plus simple, moins coûteux d'avoir des trucs qu'on ne trouve pas sur le marché, il va aussi en mettre. Et donc ça va avoir une conséquence sur le fait qu'il soit réparable, il y aura ou pas des pièces. Cet acte d'achat, il a des conséquences sur la manière dont on fabrique l'objet. Et du coup, est-ce que le fait que nous, on soit aussi plus habitués à peut-être payer les choses très chères et qu'on a un peu perdu la vraie valeur d'un objet très concrètement, toi, tu l'observes aussi dans les objets, par exemple, que tu as pu réparer ou réouvrir. On dit toujours la cocotte minute des grands-parents, elle tenait beaucoup plus longtemps. Alors bon, là, mais souvent, il faut se méfier parce que sur le biais, les objets duraient plus longtemps. Ceux qu'on a qui sont restés, c'est ceux qui ont duré plus longtemps. Donc il y a un biais, ceux qui sont restés, il y en a peut-être beaucoup qui sont tombés en panne depuis et qu'on voit pas aujourd'hui. Donc les vieux objets qui restent, oui, c'était des costauds et peut-être que pas forcément mieux tous les fragiles ils ont disparu. Mais il y a un facteur qui a vachement changé, c'est que ce qui a baissé sur les 50 dernières années, les prix ont baissé sur la fabrication à cause de l'automatisation. Avant, quand un grille-pain comme ça, il était fabriqué à la main. Maintenant, comme il est fabriqué sur des chaînes de production, ça va beaucoup plus vite. Donc son prix a baissé. Ce qui n'a pas baissé dans les prix, c'est tout ce qui est humain. Aller chez ton coiffeur, ça n'a pas baissé. Faire un café, ça n'a pas baissé. Mais fabriquer un grille-pain, ça a baissé. Et la réparation, c'est pareil. Donc ça c'est très peu automatisé, la réparation. Et ça n'a pas baissé. Et donc finalement, on finit par avoir un grille-pain qui, peut-être autrefois, valait l'équivalent de 100 €, puis maintenant ça vaut 20 €. Et puis aujourd'hui, réparer un grille-pain, c'est toujours une heure de boulot. Et une heure de boulot, ça coûte toujours la même chose. Donc il y a ce facteur-là qui joue beaucoup, c'est que la réparation coûte cher par rapport à la fabrication qui est la baissée. Plus l'objet il est complexe, plus il peut tomber en panne, plus il y a de possibilités qu'il y ait un couac à un moment. On a peut-être de plus en plus d'objets complexes qui en soi est intéressant au niveau technologique. Donc on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'objets qui tombent en panne. Déjà dans le fait que l'objet soit désirable, on va te mettre plein de fonctionnalités. Ton grille-pain, il va pouvoir détecter quel type de pain. Enfin voilà, il va y avoir des tas de trucs. Tu vas dire, il est vachement bien. Il y a une petite lettre qui clignote bleu. On a l'impression que c'est super évolué. Mais finalement, ça rend l'objet plus complexe. Et à la fin, on le paye en termes de réparation parce que tout le monde ne maîtrise pas les techniques pour le réparer. Et justement, sur la réparation, on est de plus en plus à être convaincus sur l'intérêt, notamment écologique, de réparer les objets et de ne pas forcément en racheter. Même si quand on fait l'équilibre coût, c'est pas forcément rentable au niveau financier. Par contre, il y a pas mal de facteurs qui font qu'on va faire le choix ou qu'on va penser à réparer un objet.
Et ces facteurs, ils ne sont pas forcément que techniques. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi je suis pas bricoleur, je ne peux pas le faire ». Donc il y a déjà un aspect culturel. Est-ce qu'on a l'habitude de le faire? Est-ce qu'on a appris à le faire? Est-ce qu'on l'a fait quand on était petit? Est-ce qu'on a démonté des trucs quand on était petit? Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les Hyper Cafés, on le fait avec les gens. Après, il y a est-ce que c'est un peu documenté? Là, ça évolue beaucoup. Il commence à y avoir des tutos sur YouTube de n'importe quoi. Mais on peut aussi imposer aux fabricants d'en donner. On pourrait faire pression et on pourrait gagner un peu à ce que la réparation, elle soit mieux documentée. Après, il y a des questions qui arrivent aussi, c'est qui va le réparer? Est-ce que c'est prévu que le fabricant répare? Je sais pas, vous prenez Apple, il va tout organiser pour le fait que vous allez dans un magasin Apple pour le réparer. C'est déjà bien, mais voilà. Mais vous saurez qu'il n'y a que lui qui va pouvoir le réparer. Ils organisent les choses pour que ce soit que lui. Et donc, économiquement, ça va coûter cher. Voilà, il reste des questions. Peut-être c'est prévu pour qu'il y ait un réseau de réparateurs, que tout le monde puisse réparer. Qu'on puisse, je sais pas, vous avez un vêtement à réparer, vous savez qu'il y a un réseau de retoucheurs qui pourra réparer vos vêtements. Et puis après, ça peut être prévu pour être réparé soi-même. On est habitué à changer une ampoule. C'est une réparation qu'on est habitué, ça a été prévu, on peut le faire. On pourrait faire en sorte que beaucoup de réparations puissent être faites soi-même. Moi, j'essaye d'expliquer aux gens que changer un écran de téléphone, tout le monde peut le faire. Voilà, il suffit d'acheter la pièce et on peut le faire, ça commence à être documenté. Je pense qu'il y a un gros levier pour former les gens à la réparation. Alors on fait pareil, c'est ce qu'on fait un peu avec les adultes sur la Hyper Café. On répare avec eux, il faudrait le faire avec les enfants. Il y a un truc qui est génial avec les enfants, c'est de prendre des objets et de les démonter. Déjà en les démontant, c'est rigolo, on voit comment c'est fait, on apprend et une fois qu'on a compris comment ça marche, on sera plus à l'aise pour le réparer. Après, il y a encore d'autres volets, est-ce que c'est fait pour être réparé? Est-ce qu'avec des outils standards, on peut le réparer? C'est vrai qu'on a des travers avec les fabricants qui vont mettre des vis bizarres pour faire en sorte qu'on ne puisse pas les réparer. Si on n'a pas le tournevis un peu curieux, on n'y arrive pas. Avec des tas d'arguments, ils vont vous expliquer que c'est pour que n'importe qui puisse pas le faire à cause de problèmes de sécurité, qu'on puisse pas mettre le feu à la maison après la réparation. Puis enfin, les pièces aussi. Est-ce que l'objet, il est prévu qu'on puisse changer les pièces? Je reviens aux exemples du téléphone. Sur certains téléphones standards, on trouve à n'importe quelle pièce, on peut changer le connecteur pour le casque, la batterie, l'écran. Puis il y a d'autres modèles où on ne trouvera pas les pièces. Ça change. Il y en a qu'on pourra réparer, d'autres ou pas. Voilà, sur certains objets standards, il y a des petites choses standards à changer. Je sais plus, il y a eu un vendeur d'ordinateurs qui a commencé à faire des ordinateurs tellement plats qu'il les a collés. C'était plus simple pour lui. C'était pas démontable, quoi. Donc finalement, une petite panne, on va faire une petite panne qui pourrait, je sais pas, votre connecteur USB qui marche pas, la solution, ça va être de racheter un ordinateur. Et après, est-ce que toi, tu conseilles sur des objets peut-être les plus simples où il n'y a pas de problématiques qui prennent feu, etc., de faire cet exercice de les ouvrir? Parce qu'on fait aussi quelles précautions il faut faire si on... c'est ce qu'on fait un peu dans le Hyper Café, c'est ce que j'explique là, c'est assez concret de le voir en démontant un objet. Et plus on l'appréhende concrètement, plus j'espère qu'après, à chaque fois, dans tout le cycle, on va pouvoir un peu changer notre décision. On peut parler d'obsolescence programmée et influer et faire en sorte que l'objet, on le répare à chacune des étapes. Sur les actions à mener, on peut influer à chaque fois. Sur l'acte d'achat, on commence à voir arriver sur des étiquettes où on oblige le fabricant à dire est-ce qu'il y a les pièces, est-ce que c'est réparable. Je pense qu'on va arriver, il faut pousser, à des étiquettes où il y aura, de même que sur les étiquettes, on commence à avoir des niveaux de consommation énergétique, on va avoir un niveau de réparabilité, une note qui dit est-ce que l'objet est réparable. Il y a des assos qui commencent à faire ça. Et puis j'espère qu'un jour on le verra sur l'étiquette dans le magasin. Parce que si votre objet n'est pas réparable, vous allez le payer plus tard. C'est un coût caché, mais c'est un coût que vous allez payer. Après, on peut aussi surprendre un peu les étapes. Est-ce que j'ai l'idée de réparer? Il faut apprendre aux gens à réparer, il faut pousser les gens à démonter, essayer de convaincre que c'est facile. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses sur l'éducation. Je pense qu'il faut reprendre un peu à chacune des étapes et je crois qu'on peut peser. Il y a ce qu'on peut peser en termes d'individus. Il faut essayer de se poser la question dans le magasin, est-ce que cet objet est réparable? Donc il y a la posture consommateur, la posture citoyen. Est-ce que j'essaie de m'engager par un biais ou un autre pour pousser ou soutenir des associations ou faire du lobbying auprès de l'Union européenne, par exemple, pour que des normes
un peu plus strict arrive sur la réparabilité. Tout l'axe d'éducation et de pédagogie pour à toutes les générations, on soit aussi plus conscient de ça et qu'on aille plus loin que nos souvenirs de cours de techno, où à ce moment-là, on arrivait à se dire « Ah bah oui, tiens, ça fonctionne comme ça », mais qu'on a vite, je pense, pour la plupart, oublié ou mis de côté par rapport aux machines qu'on utilise au quotidien. Et puis le côté, effectivement, d'une expertise qu'on ne peut pas forcément... qu'il faut aussi apprendre. On ne peut pas s'auto-proclamer. Voilà, il y a la volonté et il y a le fait d'arriver à réparer un objet ou de savoir où trouver les personnes qui peuvent nous accompagner là-dedans. Oui, je pense qu'il faut commencer à faire l'exercice. Je pense que tout un chacun, on peut commencer un peu très concrètement. Le premier là, dès qu'on a un objet en panne, eh ben, on se pose ces questions-là. Enfin, elles vont arriver. Hein, mais ouais, n'hésitez pas à essayer de réparer. N'hésitez pas à aller dans un hyper café, aller voir un bricoleur qui va vous essayer de vous expliquer un peu ce qu'il sait et comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est intéressant de partir de quelque chose de concret, d'essayer et après vous serez assez convaincu devant le rayon qu'il faut acheter celui-là ou pas l'autre. Que le jour de la panne, vous ne serez pas à râler en disant oui, il faut que je retourne en magasin, mais on essaiera de le réparer. Et puis quand on ne trouvera pas une pièce, on râlera parce qu'on ne la trouve pas. Et puis petit à petit, on pourra arriver à convaincre d'autres acteurs de faire évoluer ça. J'espère que plus tard, les vendeurs sont assez les premiers convaincus qu'ils ont intérêt à fournir les pièces. Voilà. Et puis qu'on soit convaincu en termes de citoyens, d'obliger à ce que l'objet soit réparable, d'obliger le fabricant à fournir les pièces. Certains militent aussi pour obliger les fabricants qui ne fournissent plus de pièces fournissent les plans pour que d'autres en fassent, etc. Il y a plein de pistes. Et oui, parce que pour rebondir là-dessus, tu parles là pas mal des fabricants et on peut aussi dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de Fab Labs et de machines comme les imprimantes 3D qui peuvent permettre de recréer des pièces ou d'imaginer des pièces qui vont pouvoir faire la pièce manquante pour réparer un objet parce qu'elle est plus produite par telle ou telle industrie. Et est-ce que ça aussi c'est une nouvelle possibilité qui rend plus simple le fait de repenser la réparation des objets C'est pas tellement plus simple parce que souvent c'est beaucoup plus simple de trouver une pièce déjà faite. Ouais. Par contre, voilà, d'avoir des lieux où on réfléchit à comment on fabrique des objets, ça aide à montrer qu'il ne faudrait pas grand-chose. Par exemple, les fabricants utilisent des pièces standards. Quand on fabrique quelque chose, on aime bien utiliser des composants qu'on va trouver partout. Par exemple, quand on fabrique des choses dans des Fab Labs, ce qu'on a envie, c'est que d'autres puissent fabriquer la même chose. Si on a pris des pièces hyper spécifiques qu'on n'arrive pas à trouver sur un marché, personne ne fabriquera notre objet. Si on a utilisé que des choses, des boulons standards, des choses qu'on peut trouver dans n'importe quelle quincaillerie, ça aidera tout le monde. Donc je pense que l'attitude citoyenne de fabriquer un peu soi-même des objets, des choses qu'on trouve dans les Fab Labs, ça a vraiment un impact sur la réparabilité parce que ça aide à la conception. Il y a eu un groupe là qui produit une machine à laver qui est censée durer 50 ans. Une machine à laver aujourd'hui, elle n'est pas tellement différente de la machine à laver qui avait 30 ou 40 ans. On sait faire des machines à laver qui durent 50 ans. C'est pas un problème technique, c'est un problème politique général d'organisation. Voilà. Une pompe de machine à laver, elle pourrait être hyper standard. Il pourrait y avoir des modèles standards que toutes les machines à laver utilisent. Aujourd'hui, chaque machine a sa pompe. Et c'est vrai pour tous les éléments. C'est pas très compliqué de faire une machine à laver qui dure 50 ans ou un grille-pain qui tombe jamais en panne. Ça pourrait durer des années. Les prochains défis. Voilà. Merci beaucoup Grégoire pour ces explications. Et puis je crois que le but aussi c'est d'inviter chacun à tenter l'expérience par exemple du Hyper Café pour ceux qui ne connaissent pas ou à venir aider. On recherche toujours des bénévoles aussi pour aider à réparer, pour dédramatiser le côté d'ouvrir un objet et de voir comment on peut le réparer ou pas. Donc n'hésitez pas à venir à la Trésor pour ceux qui sont pas trop loin et même plus loin pour pouvoir utiliser aussi tous les services que propose le lieu. Et puis le prochain Hyper Café en janvier ou février. Oui, dès que les conditions le permettent. Merci beaucoup Merci et à très bientôt. À bientôt.